Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne potentiellement tous, chers spectateurs, et qui sera à coup sûr l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle, l'insécurité. Alors que des agressions extrêmement violentes font régulièrement la une de la presse et que la police dénonce un climat de plus en plus violent en France, les autorités, certains sociologues assurent que la France n'est pas plus dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Qu'en pense le criminologue, essayiste et enseignant Xavier Hofer? Réponse tout de suite. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Buzz l'Info. On est très content de vous recevoir. Alors, ça devient malheureusement une habitude. Ces derniers jours, on a encore vu leur lot d'agressions ultra-violentes. On a eu le lynchage de ce jeune à Montgeron. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a beaucoup choqué. Lundi 11 octobre, c'est un lycéen de 16 ans qui a été poignardé devant son établissement à Bordeaux. Le 8 octobre, c'était un élu du Val-de-Marne qui a été poignardé par des jeunes cagoulés. La liste n'est pas exhaustive et ça, c'est juste pour les derniers jours. Pourtant, il y a encore quelques mois, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, parlait de sentiment d'insécurité. Qu'en est-il, Xavier Hofer ? Eh bien, il se trouve qu'en matière de criminalité, notamment de voie publique, vous savez qu'il y a plusieurs formes de crimes. Il y a ceux qui sont commis sur la voie publique, il y a la criminalité financière ou des Madoff, etc. Vous voyez, les escroqueries. Il y a aussi la criminalité à l'environnement où des gens, par exemple, déversent des produits toxiques dans la mer. On va parler ici de la criminalité de voie publique. C'est celle qui inquiète les gens. L'autre est tout autant dangereuse, mais elle est plus indirecte, si vous voulez. La criminalité de voie publique, c'est ce qui inquiète les gens, c'est ce qui leur fait peur, c'est ce qui les terrifie dans certains quartiers, et c'est ça qui est en cause. Alors, Monsieur Dupond-Moretti nous chante la même musique que chantait déjà sous Mitterrand, voilà 60 ans ou 40 ans, Monsieur Badinter, à savoir que il y a des gens, ils fantasment, ils ont peur d'avoir peur, alors en réalité, ils inventent tout ça dans leur tête, et tout ça n'est pas vrai. Et généralement, ça donne le résultat suivant. Ça agace les gens de penser qu'on les traite de farfelus ou de menteurs. Et aux élections suivantes, on voit le résultat. Vous avez vu le résultat pour M. Dupond-Moretti. Il a tenté de se présenter aux élections régionales, le pauvre, et son score a été ridicule. Donc les gens ne sont pas idiots. Il leur arrive bel et bien des choses. Et c'est la population qui en paye les conséquences. Pour aller très vite, il se passe ceci, toujours plus, c'est-à-dire que ça ne fait que s'aggraver année après année. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau médiatique, où se trouve Monsieur Darmanin qui nous raconte qu'il n'y a pas de zone hors contrôle, que la police va où elle veut. Il y a Monsieur Dupond-Moretti qui dit qu'il y a de malheureuses victimes de l'exclusion et qu'il suffit de les calmer et que tout ira bien. Mais ça, c'est au niveau des médias. Dans le niveau de la réalité criminelle sur le terrain, tous les jours, vous avez des règlements de compte entre malfaiteurs, avec des gens qui sont ou gravement blessés ou tués. Tous les jours, on n'en parle jamais parce que naturellement, il n'y a pas de lobby des vieilles gens. Mais vous avez des personnes âgées qui sont ou agressées, ou volées, ou victimes de vols par ruse, etc. Vous avez une quantité énorme de cambriolages en France dont le gouvernement camoufle la moitié. Il ne parle que des cambriolages de logements particulier, votre appartement ou le mien, il ne parle pas de tout le reste. Ce n'est pas dans les statistiques publiées. Donc voilà, il y a deux niveaux. Et sur le terrain, tranquillement, doucement, à bas bruit, depuis des années, et singulièrement depuis le début du mandat de M. Macron, les choses s'aggravent. Donc vous ne partagez pas le constat de certains sociologues, je pense notamment à Laurent Mukieli, qui dit en gros qu'il n'y a pas plus d'insécurité qu'avant, qu'on médiatise plus les faits divers, qu'avant il y avait des bandes de blousons noirs, etc. Alors, ne partagez pas son constat, j'imagine. Monsieur Mukieli, vous savez, il y a eu un grand Mukieli criminologue, c'était son père. Le fils n'est que la triste caricature du grand monsieur qui était Roger Mukieli, et c'est un pitre, il a toujours dit n'importe quoi. Donc maintenant, en matière de vaccins ou en matière de maladies, domaine dans lequel il n'a pas la moindre compétence, il continue à délirer, mais il disait déjà polémique, effectivement. Voilà. Il disait déjà des sottises en criminologie, donc c'est un peu une habitude chez lui. Donc essayons de trouver des références plus sérieuses. Il y a une grosse bataille des chiffres sur la délinquance. Que nous dit le bilan analytique de la délinquance pour les 6 premiers mois de l'année, qui a été publié par le Figaro? Il n'est pas bon, notamment concernant les atteintes à l'intégrité physique des personnes, majoritairement les coups et blessures volontaires. Ils ont augmenté de 16% par rapport à l'année 2020.
Alors certains vont dire, oui, crise sanitaire oblige, premier confinement au printemps. Sauf que la hausse, elle atteint 10% par rapport au premier semestre 2019. 350 000 agressions constatées en 6 mois contre 320 000 sur la même période d'il y a 2 ans. Comment vous analysez ces chiffres? Alors d'abord, si vous me permettez, je voulais vous dire que le fait de parler de délinquance est déjà une entreprise d'édulcoration. La délinquance, les délits, c'est quand on vole un carambar au prix unique. Il faut naturellement parler de crime. Ce qui inquiète les gens, c'est la criminalité. C'est le fait de se faire braquer, qui est un crime, qui est passible de la cour d'assises. C'est le fait qu'il y ait des atteintes graves à l'intégrité physique, le fait d'être blessé ou pire encore. C'est le fait qu'il y ait des opérations où des meutes entières tombent sur un centre commercial en bande organisée et pillent des commerçants et parfois des rues entières. C'est ça qui inquiète les gens. Les délits, c'est secondaire, naturellement. Si avec des délits, on ne serait pas aujourd'hui là pour en parler. Ce qui est le plus grave, c'est les crimes. Alors, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, une observation toute simple et de bon sens. Quand vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles et que l'eau augmente de 2%, ben vous avez un peu des mollets mouillés. Quand vous avez de l'eau au niveau de la bouche et qu'elle monte de 2%, vous êtes noyé. Ouais. Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas en soi d'augmentation grave ou pas grave, il y a d'où on vient. Et le fait qu'année après année, ça augmente, ce qui est le cas pour les faits les plus graves, c'est un problème. J'ajoute que, comme j'ai déjà commencé à vous le dire à propos des cambriolages, depuis M. Cazeneuve, le ministère de l'Intérieur a pris la mauvaise habitude de mentir comme un arracheur de dents et de publier des statistiques qui sont truquées. Ça n'est pas moi qui le dis, le numéro 3 de la gendarmerie, le général Soublet, a donné une grande interview quand il est parti de ses fonctions parce qu'il trouvait que le gouvernement ne prenait pas assez les affaires de sécurité au sérieux. Il a dit « les statistiques sont truquées et je sais de quoi je parle ». Oui, il y a effectivement de grosses polémiques aux statistiques sur les crimes et la délinquance. Hein. Voilà. Alors, les agressions physiques gratuites sans motif crapuleux, elles inquiètent particulièrement. Hein. On entend souvent des histoires de jeunes, de couples agressés par des bandes de jeunes, parfois gratuitement, sans motif crapuleux, pas forcément pour voler. Diriez-vous, comme l'essayiste Laurent Oberton, qu'on a basculé dans la France orange mécanique? Ça n'est pas... je connais Laurent, je l'ai aidé pour qu'il fasse son livre en lui fournissant des statistiques. Il faut garder raison. Il n'y a pas de raison de penser que nous sommes au bord d'une guerre civile. Si les choses s'aggravent aujourd'hui, dans des proportions... c'est pas la montée aux extrêmes, mais malgré tout, elle s'aggrave. C'est du fait de l'impéritie des pouvoirs publics qui ne font pas ce qu'il faut. S'ils faisaient ce qu'il faut, les choses... On ne fera jamais disparaître la criminalité de l'aventure humaine. Elle fait partie de l'homme. Hein. Durkheim disait déjà, le crime est un phénomène social normal. Il faut simplement, chaque fois et sans arrêt, dès qu'on s'arrête, ça augmente, tenter de faire passer la criminalité sous le seuil de l'insupportable. À l'instant, la criminalité atteint parfois le seuil de l'insupportable sur certains endroits du territoire français. Et je ne suis pas en accord avec ce qui est dit sur la criminalité gratuite. Bien souvent, ce qu'on appelle acte gratuit, c'est-à-dire tu m'as regardé de travers, alors je te frappe, etc., c'est de la part de ces bandes le fait de préserver leur territoire. Elles sont sur un territoire, et sur le territoire en question, elles s'arrogent le droit de faire baisser les yeux aux gens, de leur envoyer les pitbulls les mordre quand ils s'approchent trop près de leur point de deal. Et bien souvent, le fait de protéger un territoire de la part de ces bandes juvéniles revient à protéger des trafics criminels. Donc c'est plus grave qu'il n'y paraît à première vue. Et ça n'est à, disons... 5 fois ou 6 fois sur 10, rien de gratuit. C'est au contraire, comme les affrontements, les rixes entre bandes de jeunes, ça revient à protéger les... Oui, je pense notamment à cette affaire qu'il y a eu à Lyon récemment, où un jeune couple passé, des jeunes commencent à embêter la jeune fille, le copain se met au milieu, il se fait tabasser par une dizaine de personnes. Ça, c'est gratuit. Non, ça n'est pas gratuit. C'est le fait d'affirmer sa puissance de groupe. Ce sont des bandes d'individus lâches, naturellement, qui sont forts qu'à 10 contre 1, mais le fait d'affirmer leur puissance, ça les aguerrit d'une certaine manière pour l'exercice de leur... Vous savez, jamais personne dans l'histoire du monde ne s'est réveillé le matin en disant « Tiens, je vais plastiquer la tour Eiffel » ou « Tiens, il y a toujours une phase préalable. Il y a toujours... une phase avant le passage à l'acte. La phase préalable, la phase du pré. Et la phase du pré, elle camoufle souvent des intentions au-delà de l'acte dont on pourrait trouver qu'il est stupide ou bêtement violent. Voilà.
pas à tous les coups, mais disons que dans bon nombre d'actes qualifiés de gratuits, il y a derrière un projet, un plan criminel. Très intéressant comme analyse, on entend rarement ce genre d'analyse. Il faut écouter les criminologues, ils savent ce que font les criminels. C'est pour ça qu'on vous a invité. Merci à vous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'assure, le gouvernement lutte contre l'insécurité. Vous parliez des cambriolages tout à l'heure. Il s'est récemment félicité sur Twitter que leur nombre avait baissé. Alors, j'imagine que vous n'allez pas être d'accord avec cette statistique. Mais plus globalement, comment vous jugez son action, Gérald Darmanin? Parce qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge de la sécurité des Français. Alors, il est dans le showbiz, à savoir qu'il intervient chaque fois qu'il a une petite cellule qui lui dit « dis donc, il vient de se passer ça et c'est dans le journal ». Alors il réagit immédiatement, mais son action sur le terrain ne sert à peu près à rien. Regardez ce qui se passe à Marseille, que M. Darmanin y passe faire un tour de piste ou pas, la quantité de crimes et d'infractions commises reste rigoureusement la même. Vous savez que dans la ville de Marseille, à l'heure actuelle, il y a un peu plus, 162, 164, il y a plus de 164 points de deal, d'endroits où on vend de la drogue au quotidien et parfois par quantité importante. Depuis le cinéma que nous fait M. Darmanin sur la lutte contre les points de deal, etc. Même Emmanuel Macron, bien sûr, il a un plan pour Marseille. Au quotidien, c'est quand même plutôt Darmanin. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Il y a le même nombre de points de deal à Marseille. Et je vais même vous dire, puisque vous me parlez de M. Macron, il y a quelques mois de ça, il est descendu à Nîmes, dans un des points de deal. Alors, dans l'argot des dealers, un point de deal s'appelle un four. L'endroit où on vend la drogue, où il y a des protecteurs autour, où il y a des types sur les toits pour guider, etc., ça s'appelle un four. Il est descendu dans un des fours les plus célèbres de la périphérie de Nîmes, et il était là avec toute la puissance de l'appareil d'État, les CRS, les machins. Vous imaginez ce qui arrive quand le président va dans un endroit un peu périlleux comme ça. Les dealers ne se sont même pas arrêtés 1 heure de vendre la drogue, ils se sont déplacés de 100 mètres et ils ont continué à dealer à 100 mètres de l'endroit où ils étaient auparavant. C'est terrible, ça montre l'impuissance de l'État. Mais c'est ça le cinéma de Darmanin au premier chef et de M. Macron. C'est terrible. Voilà. Alors, donc, en réalité, il y a autant de points de deal qu'auparavant à Marseille. Vous avez vu qu'ils continuent à s'entretuer joyeusement, comme si de rien n'était. Et quand la toujours amusante préfète de police des Bouches-du-Rhône nous dit qu'il n'y a pas de lieu de non-droit, de zone de non-droit et que la police pénètre partout, je vais vous dire les 2 derniers événements en matière de zone de non-droit, les vrais. Récemment, les dealers installent des herses, vous savez, comme la police met en travers de la route, avec des gros clous. Effectivement, on l'a vu. Et voilà. Et deuxièmement, dans un autre, parce qu'il y a un concours l'épine de l'inventivité pour les points de deal, et dans un autre point de deal, dans la nuit, des complices, des dealers sont venus mettre des dos d'âne pour ralentir les voitures de police. C'est ce que j'allais vous demander, c'est en train de se professionnaliser. On a l'impression que là, ça ressemble plutôt à ce qu'on voyait à Naples avec la Camorra, par exemple, qui est une vraie mafia pour le coup. Bien sûr. C'est en train de ressembler à ça, là. Mais bien entendu. Ces gens-là, et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'au ministère de l'Intérieur, ils ont pourtant des experts en la matière, qui savent exactement tout ce que je sais moi. C'est pas un savoir qui m'est unique, comme vous vous en doutez. Eh bien, il y a le principe de base, le plus basique, le plus enfantin de la criminologie, c'est le suivant. Et il est sans exception, c'est toujours comme ça. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Vous les laissez faire, ils continuent. Et puis, naturellement, ils s'enhardissent. Et puis, ils en font de plus en plus. Alors, pourquoi ? Parce que dans ces endroits-là, à vrai dire, il n'y a pas de répression. Il y a des opérations coup de poing. Alors, on arrive, soit on repeint le truc en bleu et en rose parce que M. Macron va y faire un discours, vous savez, c'est... Oui, c'est Bac Nord. Oui. Film. Voilà, c'est ça. Si vous l'avez vu, bien sûr, c'est Village Potemkin, on disait en Russie, où on repeignait le truc parce que la tsarine allait passer devant, et son Premier ministre était à l'époque M. Potemkin, donc c'est lui qui avait inventé le coup. Les paysans heureux avec les gerbes de blé dans les bras, etc. Alors, propagande. On fait propagande, Village Potemkin. Ou alors, simplement, on se contente d'y envoyer les policiers qui, effectivement, vont rafler un voyou ou deux. Les extraits de là, 2 heures après, l'ordre criminel est restauré et 8 jours après ou 3 jours après, l'individu sort de prison parce que M. Dupond-Moretti pense que c'est une malheureuse victime. Oui, il y a le problème de la justice aussi. Évidemment. Mais évidemment. C'est ce que la police reproche.
quand on fait des reproches à la police, en général, ils se défendent en disant nous, on essaie de faire notre boulot, mais de toute façon, derrière, la justice les relâche. Mais c'est vrai. C'est ce qu'on entend souvent. Mais c'est juste, mais c'est comme ça au quotidien. Vous savez, la sécurité d'un pays, c'est une chaîne avec plusieurs anneaux. Il y a la police qui doit repérer les criminels et après ça les déférer à la justice, parce que nous sommes un État de droit. On n'est pas au Nicaragua, on leur met pas une balle dans la nuque dans un fossé. Après ça, il y a la justice qui doit estimer l'individu en question coupable ou pas, qu'on peut le sortir d'affaire ou pas, etc. Et le dernier anneau, c'est la pénitentiaire. Si un des anneaux est faible ou ne fonctionne pas, rien ne marche, évidemment. Alors, rapidement, pour conclure, l'insécurité, ce sera un des thèmes principaux de la campagne présidentielle. C'est une des priorités des Français, d'ailleurs, selon les sondages. Les sondages, depuis 2 ans, le disent. C'est une des... Oui, c'est derrière le pouvoir d'achat, mais pas loin. Le toujours pas candidat Éric Zemmour, de toute façon, l'a déjà placé au centre du débat. Est-ce que vous pensez, comme lui, qu'il y a un lien entre criminalité et immigration? Oui. Mais bien entendu, ce lien n'est pas aussi simple que ce que dit Éric Zemmour. Les migrants clandestins qui arrivent chez nous, il y en a 1 sur 10 qui arrive par ses propres moyens, parce qu'il a conçu le projet avec sa femme d'avoir une vie meilleure dans un pays où il n'y avait pas la guerre civile, et c'est ce qu'on nous sort. Ça, c'est 1 sur 10. 9 sur 10, c'est des réseaux. Oui, des réseaux. Et des réseaux extrêmement féroces. Beaucoup d'individus sont tués en tentant le travail migratoire. Vous n'imaginez pas à quel point ils sont pressurés financièrement. Par exemple, quand on les monte sur un bateau en Libye pour les faire passer vers Lampedusa ou la Sicile, etc., avant de monter à bord, parce que c'est naturellement pas les misérables des pays qui émigrent, c'est la bourgeoisie qui a déjà un peu d'argent. Il faut payer les 5-6 000 euros ou dollars, etc. Alors, une boîte de sardines, $100, une bouteille d'eau minérale, $200, un gilet... C'est encore plus cher qu'à l'aéroport. Bien sûr, bien plus cher. Ils les exploitent tant qu'ils peuvent, et puis s'il faut qu'ils se noient dans la mer, ils se noient. Donc, à la fois, les migrants, d'une certaine façon, sont des victimes de la criminalité, parce que si faire traverser l'océan des gens au péril de leur vie, c'est pas un crime, rien n'est un crime. Chaque année, dans la Méditerranée, il y en a 2-3 000 qui sont noyés comme ça. Ce sont des crimes de masse, même. Et malgré tout, une fois qu'ils arrivent en France, ceux qui sont sans ressources absolument, dont les fameux mineurs non accompagnés, mineurs isolés. Voilà, vous savez, il y avait un disciple d'Emmanuel Kant qui s'appelait Lichtenberg, un philosophe, qui parlait du couteau sans lame dont on avait retiré le manche. C'était l'aphorisme de Lichtenberg. Et ben, de même, les mineurs non accompagnés, qui sont ni mineurs et qui chassent en meute, ils sont ni l'un ni l'autre en réalité. Donc ces gens-là ne peuvent vivre que d'activités illicites en France. Donc oui, là, précisément dans ce domaine, le gouvernement nous dit 2 000 à 3 000. C'est bien plus en réalité, disons 10 000 mineurs, vrais ou faux, rôdant sur le territoire français. Si jamais les 10 000 mineurs se livrent chacun à 2 infractions par semaine, toute l'année, pendant une année, vous savez combien ça fait de crimes et de délits? 1 800 000. Oui. C'est énorme. C'est une criminalité gigantesque. Et puis, les chiffres, on peut les prouver. Alors, vous savez, il y a les fact-checkers, etc. Il se trouve que je tiens une rubrique sur ces sujets-là sur un site, Atlantico. Et à chaque fois, je mets en bas, messieurs les fact-checkers, venez me voir, je vous donnerai les chiffres. Ils ne me demandent jamais, ils savent que c'est vrai. Voilà. Eh bien, c'est pas très réjouissant, tout ça, mais... Nous irons... mes collègues et moi-même, voir tous les candidats, leur expliquer tout ça. Et à la fin, nous espérons que la pédagogie aura un sens et sera utile. Oui, et puis bon, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, l'insécurité, ce sera un des thèmes centraux de cette campagne présidentielle. Merci beaucoup, Xavier Hofer, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que ça fait vivre la chaîne et c'est bien pour nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait très plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et au compte Twitter. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Buzz l'Info.